Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc reprendre les travaux du colloque autour d'une nouvelle session consacrée au thème famille et héritage révolutionnaire, famille et héritage contre-révolutionnaire. Je vais laisser la parole à Maria Sofia Mormil, qui est doctorante à l'Université de Turin et à l'EHESS, qui prépare donc une thèse intitulée « Les princes de France entre la Révolution et l'exil ». Et c'est d'une biographie familiale, donc on est en plein dans le thème du colloque, de 1789 à 1824, et qui donc prépare cette thèse sous la direction de Natalia Muchnik et Patricia Del Piano, et qui donc va nous parler des contre-révolutionnaires, de 100 contre-révolutionnaires de convenance, les princes d'Orléans en Grande-Bretagne de 1800 à 1808. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir être ici, vous présenter quelques résultats de mon travail de thèse, travail qui est en fait en train de s'achever. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises au cours de ce colloque, la correspondance est depuis toujours le terrain privilégié des études des dynamiques familiales. Dans les cas des maisons royales, comme pour la grande noblesse, les épistolaires révèlent un grand nombre de détails politiques et diplomatiques qui ont attiré l'attention des chercheurs, en constituant un gisement d'informations incontournable pour la reconstruction du contexte historique. Cela a toutefois souvent conduit à considérer les expressions de la sensibilité française comme le produit du jeu d'influence mené par les courtisans et les favoris, et par conséquent à négliger les enjeux dissentement psychologiques comme les sentiments d'appartenance au système familial ou au contraire son rejet. Nous pouvons pourtant compter des exceptions. En ce qui concerne la branche française de la Maison de Bourbon à l'époque révolutionnaire, Henri Rance a, en 2006, marqué un tournant en rédigeant, dans un volume dirigé par Jean-François Chauvard, un article sur l'exil des Condés à partir de leur correspondance familiale. Au lieu de se focaliser sur les détails militaires ou politiques, ou encore sur leur entourage, Henri Rance a analysé la cohésion du noyau familial et a étudié comment l'éloignement de la patrie change les dynamiques, non pas seulement entre prince cadet et prince aîné, mais bien entre grand-père et père, entre père et fils. Se concentrer donc sur la correspondance familiale ne signifie pas faire abstraction du contexte, mais bien renverser la perspective. Habituellement observé, quand il prend la plume, le prince devient aussi observateur. Nous accédons donc à sa propre vision du monde qui doit inclure de notre part une attention particulière aux mécanismes qu'il met en acte pour représenter à travers ses écrits lui-même et ses relations familiales. Donc, considérant comme base donc, la correspondance intrafamiliale, dans cette communication, nous allons nous concentrer sur la branche d'Orléans et sur sa façon de vivre son appartenance à une maison, celle de Bourbon, qui, à l'époque révolutionnaire, se divise entre ceux qui soutiennent la Révolution et ceux bien qui la combattent. En particulier, nous allons nous pencher sur les relations que les fils du duc d'Orléans, donc les futurs Louis-Philippe, et ses frères, entretiennent avec les comtes d'Artois, frères de Louis XVIII et futurs Charles X. Et ça, pendant leur exil commun en Grande-Bretagne, qui va de 1800 à 1808. Ces liens, donc, entre les Orléans et leurs aînés, a été généralement perçu, et c'est encore souvent le cas, de façon négative et caractérisée par une méfiance réciproque. Et cela se doit principalement à, je pense, à cause de ce qui se passe en 1830, donc avec Louis-Philippe succédant, mais il y a ceux qui disent un usurpant, Charles X, et cette rupture, qui est une rupture indéniable, a toutefois été exacerbé par les partisans d'une et de l'autre part, partisans qu'il existe encore aujourd'hui dans certains milieux. Et donc oui, nous allons voir que la réalité de ces relations est beaucoup plus complexe et que les dissidences politiques ne se traduisent pas automatiquement dans de mauvaises relations humaines. Nous allons un peu voir les personnages dont on va parler, donc l'arbre généalogique de la branche d'Orléans. Vous voyez ici Philippe Égalité, Louis-Philippe, le duc de Montpensier et les comtes de Beaujolais. Je vais parler tout simplement de prince mâle pour des raisons de... C'est plus simple. Après, nous voyons les relations avec les autres branches, donc notamment les relations entre
la branche aînée, la branche d'Orléans. Les personnages, donc Louis-Philippe de Joseph, duc d'Orléans, plus tard connu comme Philippe Égalité, et ses 3 enfants mâles, donc Louis-Philippe, le duc de Montpensier et les comtes de Beaujolais. Bon, donc pour comprendre les enjeux qui caractérisent l'exil britannique, il faut faire marche arrière et rappeler les rôles que les Orléans jouent dans la Révolution. Donc, à partir de 1789, le front dynastique, donc de la Maison de Bourbon, se rompt du fait que ses membres n'interprètent pas la crise de la monarchie de la même façon. La branche d'Orléans, donc, qui a pour chef le duc d'Orléans, dont dès les débuts, son soutien à la Révolution, suivant des modalités qui, dans un premier temps, ne s'éloignent pas de la tradition frondiste opposant les grands à la couronne. L'option du monarchie constitutionnelle offre un paradigme, on peut dire à l'anglaise, à partir duquel les Orléans peuvent redéfinir leur rôle politique et qui ne mène pas automatiquement au régnement de l'appartenance dynastique. Cela se produit lorsque cette appartenance entre en conflit avec la revendication de droits des citoyens, droits que les Orléans veulent exercer en plein droit. Les titres de France français étant prévus par la Constitution de 1791, le duc d'Orléans y renonce en raison du fait que ces titres lui empêchaient, autant que ses enfants, de servir dans l'armée. Ces enfants sont dans une position un peu plus hybride que la sienne, mais il est significatif, par exemple, que dans une lettre célèbre adressée à sa sœur, qui datait de d'avril 1792, Louis-Philippe se signe « Prends ce français en expiation de ses péchés ». Donc, cette étape donc, de prise de distance par rapport à la dynastie est suivie de la rupture proprement dite lorsque la monarchie tombe en septembre 1792. La République met les Orléans face à une question qui est peut-être identitaire avant que politique. Donc, est-ce que son prince peut vraiment cesser d'être tel, puisque le système qui établissait son statut fait défaut? Entre 1792 et 1793, les Orléans semblent donner une réponse positive. Donc, ils acceptent le nom d'égalité que la commune leur impose. Ils votent l'élection du maire de Paris. En ce qui concerne les enfants, donc, dont le futur Louis-Philippe, qui à l'époque sont vraiment un peu plus que des adolescents, la République offre l'occasion de se former politiquement dans une façon que leur parentèle avec le souverain leur interdisait auparavant, notamment avec leur adhésion au club de Jacobins. Et en même temps, la République leur offre des possibilités inouïes et excitantes d'affirmation individuelle, notamment dans l'armée. Donc, ils combattent dans les armées républicaines. Et ce dernier aspect, celui de défendre la patrie, nourrit chez eux, comme chez beaucoup d'autres que nous avons vus hier aussi, un sentiment d'appartenance nationale qui met davantage en discussion l'appartenance familiale à la Maison de Bourbon, d'autant plus qu'une partie de la famille, donc celle des princes émigrés, au contraire, désire combattre la France de l'extérieur et de concert avec des armées étrangères. Ces moments d'harmonie, disons-nous, avec la cause révolutionnaire, frappent à la fois par sa conviction, mais aussi par sa caducité. Si effectivement les lettres familiales des princes d'Orléans montrent une adhésion sincère au lexique républicain, les traces de leur naissance ne s'effacent jamais. Officier républicain au front, le duc de Montpensier demande à son frère, resté à Paris, de lui envoyer la tabatière d'Henri IV, donc signe d'affection pour son héritage royal. Les comtes de Beaujolais, qui est né en 1779, en 1792, n'a pas encore été baptisé, ce qui est conforme à la tradition monarchique de différer le baptême jusqu'à l'adolescence. Le déclenchement de la Révolution retardant davantage la cérémonie, il est connu en famille uniquement par son titre. Donc on l'appelle tout simplement Beaujolais. Mais avec l'abolition des titres feudaux, Beaujolais doit choisir un prénom républicain. Il choisit curieusement le prénom de Alphonse Léotgard, prénom par lequel il commence à signer, mais il est significatif que dans ses lettres familiales, l'usage de Beaujolais ne disparaît jamais. Donc, dans ces climats des coexistences entre passé et présent, une série d'événements vient interrompre ces processus d'ajustement. Les ducs d'Orléans votant la mort de Louis XVI en janvier 1793, ce qui produit une rupture entre Orléans et Louis-Philippe.
L'émigration de Louis-Philippe en avril, l'emprisonnement d'Orléans, de Montpensier et de Beaujolais au Fort Saint-Jean de Marseille, et enfin l'exécution d'Orléans lui-même le 6 novembre 1793. D'ailleurs, on a découvert hier que c'était le même jour de Madeleine de Collyra-Bec dont Gabriel nous a parlé. Donc l'exécution d'Orléans qui aboutit à la succession de Louis-Philippe comme chef de branche, oui. Ces bouleversements décident, mais en même temps ne décident pas l'adhésion de la branche d'Orléans à la contre-révolution, ni garantissent le rétablissement de l'unité dynastique. Si d'un côté, les jacobinismes et les lexiques républicains sont à peu rejetés, les trois frères conservent quand même des idées modérées. Alors que Montpensier et Beaujolais restent emprisonnés au Fort Saint-Jean, Louis-Philippe voyage incognito jusqu'à 1795, moment où il réapparaît à Hambourg, où il représente aux yeux des émigrés modérés et constitutionnalistes l'espoir pour une restauration monarchique alternative à celle à l'avantage de la branche aînée. Notamment, Louis-Philippe refuse de rejoindre l'armée des émigrés que les frères de Louis XVI et la branche de Condé ont rassemblés à l'étranger. En 1797, il finit par échanger sa présence un peu dérangeante en Europe avec la libération des Montpensier et de Beaujolais, qu'il retrouve aux États-Unis, où les trois frères demeurent pendant 3 ans. La pleine réintégration des Orléans au sein de la dynastie ne s'est produite qu'en février 1800. Date de leur arrivée à Londres, là, il retrouve le comte d'Artois et il envoie une lettre d'allégeance formelle aux prétendants. Donc, d'un point de vue dynastique, la réconciliation décourage les partisans d'une accession de Louis-Philippe au trône et engage ces derniers, ainsi que ses frères, dans un effort de restauration, donc à l'avantage explicite de la branche aînée, qui se voit aussi réconfirmée dans ses prétentions. Du point de vue familial, les Orléans réobtiennent leur place dans l'ordre des successions et résolvent, du moins formellement, la question identitaire que la Révolution avait posée. Louis-Philippe est reconnu duc d'Orléans et premier prince du sang, en présence des pères aussi qui se trouvent à Londres, et Beaujolais obtient finalement un nom de baptême, Louis-Charles, combinaison des prénoms du prétendant et du comte d'Artois, prénom donc auquel il commence également à signer, y compris les lettres adressées à ses frères, donc indice de son adhésion. Donc, bien que Louis XVIII reconnaisse certainement les ralliements des Orléans à sa cause, il est important de mettre en évidence qu'à Londres, les Orléans ne rejoignent pas le prétendant. Celui-ci s'y trouve en fait à Mito, en Courland, donc il est physiquement loin du lieu de la réconciliation familiale. En se rendant à Londres, Louis-Philippe et ses frères font à la fois 2 choix de camp apparemment contrastants. D'un côté, ils gagnent un pays à la forte tradition constitutionnaliste où leur passé de révolutionnaire et son héritage politique sont beaucoup plus tolérés et compris qu'ailleurs. Et simultanément, ils rallient les comtes d'Artois, qui est un prince aux tendances conservatrices, mais aussi un prince qui, depuis 1789, conserve une aptitude indépendante par rapport à la couronne. Si en fait, à Montégar, les Orléans ont commis des fautes en termes de loyauté familiale, Artois n'est pas complètement sans tâche. Son émigration, en même temps que la branche de Condé, après la prise de la Bastille, rompt l'unité dynastique d'une façon plus discrète, mais tout aussi réelle que l'adhésion des Orléans à la Révolution. En travaillant donc activement depuis l'étranger à déclencher une guerre qui puisse permettre les retours de l'Ancien Régime, Artois est coupable d'avoir traité Louis XVI en prisonnier et donc de l'avoir implicitement destitué. Donc, alors que l'avènement de Louis XVIII, toujours son frère aîné, est bien sûr reconnu par Artois, sa politique reste plutôt dégagée de celle des Mito. Donc, avec les retrouvailles de Londres, les Orléans rejoignent un front princier qu'Artois ressemble autour de lui et qui voit, en 1801, se compléter avec l'arrivée du prince de Condé. Donc, en Grande-Bretagne, l'héritier de Louis XVIII, c'est donc Artois parce que Louis XVIII n'a pas d'enfant. Donc, Artois et la presque intégralité des princes du sang vivant constituent un pôle dynastique, non pas ouvertement rival, mais bien distingué de celui de Louis XVIII. Et si d'un côté, l'absence du monarque rend la hiérarchie de ce détachement familial plus susceptible de fluctuer, car officiellement ce sont tous des cadets,
cela n'empêche pas de se projeter aussi dans le futur, c'est-à-dire dans un possible règne d'Artois. En ce qui concerne les Orléans, leur coexistence en Grande-Bretagne avec Artois est caractérisée par un malentendu. Malentendu entre entente personnelle et allégeance politique. Du point de vue humain, les Orléans trouvent chez Artois un parent plutôt affectueux qui reconnaît, puisqu'il le partage, le prestige de leur statut de France et qui souhaite les voir jouer donc un rôle honorable dans l'effort de restauration. En décembre, par exemple, 1800, Louis-Philippe écrit à sa sœur à propos d'Artois, Monsieur, donc Artois parce qu'il est connu sous ce titre, que nous voyons souvent et qui est parfaitement bien pour nous. Mais sur le point politique, pourtant, Artois fait l'erreur d'attendre des Orléans une complaisance semblable à celle qu'il trouve chez les Condés, ce qui est difficile, voire impossible à obtenir. D'abord, Artois tient à conserver déjà l'appui d'une partie d'une noblesse immigrée assez intransigeante qui avait critiqué dès le début les ralliements des Orléans à la Révolution, qui suspecte la branche d'Orléans de vouloir donc aspirer au trône et qui montre parfois assez ouvertement son mécontentement quant à la bonne réussite de la réconciliation. Cela crée des incidents de malentendus que les deux princes, donc Louis-Philippe et Artois, résolvent en privé, donc loin des regards des courtisans. L'entente personnelle donc réussit à réparer les torts de l'entourage. Par exemple, comme l'écrit Louis-Philippe à son frère Beaujolais, toujours en parlant d'Artois, il est toujours mieux pour moi quand il m'a vu et entendu un peu de suite que quand il a eu le temps d'être rejeté dans l'ancien préjugé par le bourdonnement des entours. Donc, l'entente établie, mais permet aussi une confrontation plus explicitement politique, mais qui n'est jamais dépourvue d'implications privées. Lorsque, en 1802, Louis-Philippe parle à Artois de l'importance de travailler l'opinion publique en France et de modérer l'intransigeance envers les ex-républicains, il est évident que cet intérêt public en cache aussi un de personnel, donc celui d'arrêter les préjugés à son regard. Cet effort de tolérance, Louis-Philippe ne les recherche pas seulement explicitement chez Artois, mais il en fait aussi le point de départ d'une réflexion personnelle qui trouve son exutoire dans la rédaction des mémoires, commencée en 1802. Généralement considéré plutôt comme un texte d'explicite propagande politique, qui vise donc à mettre en évidence le rôle vertueux de bon patriote joué par Louis-Philippe au cours de la Révolution, il faut considérer que au moment où Louis-Philippe commence à les écrire, la publication de mémoires ne pouvait pas être examinée. Donc, il faut réfléchir sur le fait que les idées des mémoires se forment dans un contexte politique et existentiel, comme celui de l'exil britannique, où la confrontation avec Artois est particulièrement constante. Donc, plutôt qu'en pamphlet, on devrait plutôt voir, peut-être dans le commencement de mémoire, les symptômes d'un besoin, avant toute chose intime, de concilier son appartenance familiale avec son parcours individuel. Donc, d'un côté, sa naissance princière lui impose une loyauté vis-à-vis de son aîné, donc de son père, ou plutôt de son souvenir qu'il cherche à rétablir à travers son écriture, mais aussi d'Artois, qui représente l'autorité avec laquelle il faut se mesurer au quotidien en Grande-Bretagne. Et de l'autre, donc, concilier cette naissance princière avec sa volonté de s'insérer en protagoniste dans les récits révolutionnaires et de ne pas lier les conquêtes de 1789, chose qui le met automatiquement dans une position autre par rapport au système politique qu'Artois représente et continue de représenter. Artois et Philippe ne se confrontent pas seulement dans la façon de concevoir et de gérer les affaires de France, mais aussi sur leur manière d'être en Grande-Bretagne. Artois, en fait, prétend jouer auprès du gouvernement, donc du gouvernement britannique, un rôle de représentation de l'ensemble de la dynastie exilée, pour laquelle ils envisagent un rôle militant. Donc, ils ne se considèrent pas à tous les effets comme le réfugié d'une révolution, mais plutôt comme les
représentant de la France légitime et, en tant que tel, allié à parité avec le gouvernement britannique. Louis-Philippe, au contraire, voit l'exil non pas seulement comme une parenthèse visant à la récupération du statut précédent, mais comme, encore une fois, une occasion de réflexion sur les rôles que les Bourbons peuvent jouer dans un monde en changement, rôle qu'il conçoit comme devant être plus prudent et plus attentif aussi aux exigences du pays qui les accueille. En 1803, par exemple, Louis-Philippe refuse de se conformer au désir d'Artois de le voir paraître à une revue un uniforme d'Ancien Régime, choisissant au contraire de suivre les indications des Britanniques. Il est plutôt proche du duc de Kent, qui est le fils de Georges III. Donc de suivre les indications des Britanniques, de maintenir un profil plus neutre et de se présenter en simple frac. La question de l'allégeance personnelle revient, car là où Artois exige que le front familial soit homogène sous son égide, donc il se présente en uniforme d'Ancien Régime, le prince de Condé fait de même, son fils le duc de Berry fait de même, Louis-Philippe conçoit que les attitudes distinctes puissent coexister sans pour cela compromettre la réconciliation. Et bien que l'objet de la querelle enracine les deux princes dans leurs différences des visions, donc la nostalgie pour Artois et la mobilité pour Louis-Philippe, la confrontation se résout à l'aimable. Donc avec un appel explicite à ne pas se fâcher entre parents. Dans le compte rendu de la conversation qu'ils ont, Louis-Philippe écrit d'avoir dit à Artois, d'avoir insisté à se justifier auprès de lui, parce que, je cite, « Il est des choses qu'on ne peut passer et j'ai tâché de le faire sentir à monsieur, donc Artois, sans m'écarter de ce que je lui dois. » À qui Artois aurait répondu qu'il rendait justice aux intentions de Louis-Philippe. Et alors Louis-Philippe conclut, « Si monsieur veut maintenant me donner la main, j'espère que nous rescenderons en si bons termes que nous sommes montés. » Parce qu'il se trouve dans la chambre d'Artois qui est au 2e étage de sa maison. Donc, si Louis-Philippe est plus naturellement au-devant de la scène familiale, ses cadets, Montpensier et Beaujolais, ne sont pas complètement absents. Donc, alignés politiquement à leurs frères, je pense d'ailleurs à la communication de Bertrand hier sur comment les frères font des choix politiques similaires. Donc, alignés politiquement à Louis-Philippe, Beaujolais et Montpensier lui obéissent pourtant moins de ce que l'on pourrait penser. Donc, assez proche du duc de Berry, donc le fils cadet d'Artois, Beaujolais mène une vie qu'on pourrait définir un peu dissipée, un peu libertine, que Louis-Philippe désapprouve et essaie à plusieurs reprises de changer. Pour le faire, il emploie une arme curieuse, c'est-à-dire rapporter à son frère les commentaires qu'Artois et son entourage font à son propos. Et c'est là pour le pousser à réagir et adopter une aptitude plus princière. Notamment, il met Beaujolais en garde sur le risque de céder à la dissipation comme étant la cause de la chute de leur père. Par exemple, voici ce que Louis-Philippe écrit à Beaujolais en août 1802. « Monsieur, donc Artois, me dit « À parbleu, celui-là, donc Beaujolais, ne songe qu'à rire et à s'amuser. Il reste 10 heures à table, de la saute sur son cheval et s'en va chasser. Ou il est bien fou, bien braque, mais il est un joli enfant et je l'aime beaucoup. » Auquel Louis-Philippe aurait commenté, en s'adressant directement à son frère, « Mon cher ami, avec ces gendres d'éloges, ils te font la réputation qu'on avait fait à mon père. » Et il est intéressant de voir qu'il dit « mon père » et pas « notre père ». Celle d'un homme de plaisir immoral, c'est qu'il a perdu, et cela te perdra de même si tu laisses aller. Montpensier, qui est également inquiet, mais qui a un tempérament moins flamboyant et un peu plus mélancolique, un peu plus proto-romantique peut-être, envisage en 1803, contre le désir exprès de Louis-Philippe, une idée de mariage avec une noble anglaise. Louis-Philippe réussit à faire échouer l'affaire en s'appelant à Louis XVIII, qui convient avec lui qu'une alliance entre un prince, quoique exilé, et une particulière aurait disgracié la branche d'Orléans et l'ensemble de la dynastie. Mais ce qui est intéressant pour notre propos reste que Montpensier cherche un allié chez Artois, donc il se rend chez Artois, il lui demande d'intercéder auprès de Louis XVIII.
et pour qu'il n'écoute pas Louis-Philippe, et donc pour qu'il permette le mariage. Ça échoue parce qu'évidemment Artois ne peut pas s'opposer dans cette question au prétendant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que Montpensier, en s'adressant à Artois, lui reconnaît implicitement donc une autorité supérieure à celle de son frère, ou encore, ce qui est également important, il recherche chez lui une compréhension qui, allant au-delà de l'enjeu politique, et donc de nature plus empathique. Le thème de la sensibilité parentale, et plus spécifiquement d'Artois envers les Orléans, revient à 1807, à l'occasion de la mort de Montpensier. Donc, pour traiter une affaire délicate et douloureuse telle qu'est le décès de son frère, Louis-Philippe, qui se trouve loin de Londres parce que Montpensier meurt dans une localité qui s'appelle Salt Hill, se tourne vers Artois en ce qui concerne l'organisation des obsèques. Donc, c'est à lui, en tant que chef de famille en exil. Et donc, dans ces cas-là, Louis-Philippe reconnaît bien Artois ce rôle. Donc, c'est bien à lui qu'il demande de démêler les négociations afin que les corps de Montpensier soient accueillis à l'abbaye de Westminster, donc dans la nécropole des rois d'Angleterre. Ainsi, qu'est d'organiser le service funèbre à la chapelle française de King Street, chose qu'Artois avait déjà fait pour le duc d'Enghien, décédé en 1804. Cette preuve de confiance ne signifie pas pour autant que les divergences politiques disparaissent ou qui ne sont pas prises en compte. Au contraire, dans ses lettres, Louis-Philippe craint que, pour contenter la noblesse émigrée, Artois puisse refuser d'organiser les services et montrer donc qu'il pénalise Montpensier à cause de son passé. Pourtant, Artois choisit de mettre ses parents au-dessus de son entourage et se charge donc de célébrer un prince, membre de la dynastie, qu'on a entre-temps appris à connaître en tant que parent. Dans une lettre à Louis-Philippe, Artois appelle Montpensier, c'est lui que nous pleurons si justement. Donc, il célèbre un prince et un parent, contribuant ainsi à donner de la dynastie exilée une image d'union non seulement politique, dans la mesure qu'ils désirent tous une restauration, et là c'est désormais public et évident, mais aussi une union affective. En conclusion, je pense peut-être c'était rapide, la suite des événements, notamment la Révolution de 1830, montrera à quel point les visions politiques d'Artois et Louis-Philippe divergent et mènent donc à une nouvelle rupture du front familial. L'héritage politique de la Révolution de 1789, donc la distinction des Orléans par rapport aux autres branches, ressurgit. Et c'est bien ça qui permet leur succession au trône et peut-être la survie même du trône à cette époque-là. Cela ne veut pas dire pour autant que les 30 ans de coexistence entre les branches qui s'écoulent du moment de la réconciliation familiale à Londres jusqu'à la Révolution de juillet n'existent pas ou soient en quelque mesure invalidées par la suite. Elle existe. Et surtout, redécouvrir les relations qui s'établissent pendant l'exil britannique, donc dans une période de crise et de délégitimation générale de la dynastie, signifie redécouvrir une collaboration difficile mais réelle, où l'entente, la fréquentation et même l'affection, je pense qu'on peut parler d'affection, sont capables d'influencer, sinon de prendre le pas sur les divergences politiques et permettent aussi donc, de repenser l'appartenance familiale. Merci.